Bonjour, dans cette dernière présentation sur le bilan de la pandémie de COVID-19, nous allons parler des mesures de prévention des transmissions du virus et ce sont évidemment également des mesures de santé publique puisque ce sont les autorités gouvernementales et à l'intérieur de ça, les spécialistes en santé publique au sein de ces gouvernements qui prennent souvent ces décisions. Donc, je vais préciser tout de suite que cette présentation ne va pas inclure les approches de vaccination parce que ça a fait l'objet d'une présentation séparée. Donc, évidemment, ça ne signifie pas que les vaccins ne sont pas des mesures de prévention. Ils le sont et non seulement ils le sont, mais ce sont même les plus efficaces quand ils fonctionnent bien. Et dans cette pandémie de COVID-19, les vaccins ont sauvé beaucoup de vies. Donc, on va parler aujourd'hui de tout le reste. Ok. Donc, vous allez voir qu'il va être question de port de masque, de distanciation sociale, etc. Pour commencer par un petit peu un trait d'humour, là, je voulais quand même euh, annoncer tout de suite qu'on parlera aussi des mesures qui, de façon scientifiquement démontrable, ne sont pas très utiles et sont même parfois nuisibles. Donc, il y a vraiment des leçons importantes à tirer de cette pandémie dans la perspective, évidemment, d'une possible épidémie et peut-être même d'une possible pandémie de virus respiratoire dans le futur. Donc, pourquoi je vous montre ce petit dessin? C'est parce qu'on voit là quelqu'un qui est habillé dans une sorte de tenue de cosmonaute qui est en train d'asperger quelque chose. Là, on imagine un local quelconque pour tuer tous les virus qui pourraient s'y trouver. Puis effectivement, là, ce genre d'approche a été euh, recherché par beaucoup de gens. Puis il y a des compagnies qui ont produit là, des méthodes de décontamination entières de locaux. Mais écoutez, en bout de ligne, ce genre d'approche n'est vraiment pas ce qui est le plus utile pour faire diminuer les transmissions de COVID-19, comme on le verra. Il y a vraiment un lieu précis où il faut intervenir et c'est l'air qui se trouve à l'intérieur, ok, et non pas toutes les surfaces. De plus, s'habiller dans une sorte de combinaison de cosmonaute pour se protéger entièrement contre ce virus, c'est probablement inutile également. Donc, commençons par faire le point sur comment est-ce que ce virus se transmet exactement. Parce qu'évidemment, les meilleures méthodes de prévention des transmissions vont dépendre de ce que l'on sait de façon certaine quant au mécanisme de transmission. Et évidemment, j'insiste là-dessus parce qu'il y a eu des énormes erreurs de fait dans la première vague de cette pandémie par les santé publiques au niveau mondial, mais en particulier les santé publiques occidentales, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord. Donc, ce que l'on sait dès le début, en fait, de la pandémie, et même avant la pandémie, puisqu'on connaissait déjà bien la biologie d'autres coronavirus qui s'approchent quand même suffisamment du SARS-CoV-2, c'est que les transmissions, elles se font par inhalation de petites gouttelettes, ok, ou d'aérosols qui sont présents dans l'air et qui sont produits par les personnes infectées lorsque ces personnes parlent tout simplement, ou toussent, ou chantent. Ok. Donc, quelles sont les méthodes de protection qui existent pour se protéger contre ce mode de transmission qui est très, 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 très majoritaire, encore une fois? Ce sont le port du masque euh, par tout le monde, mais en particulier par la personne qui est infectée elle-même. Et à ce sujet, on va rappeler, je ne veux pas insister davantage là-dessus, c'est que les masques N95 sont ceux qui fonctionnent le mieux et de loin, mais que les masques chirurgicaux ont également
une efficacité démontrée pour ce qui est de réduire les taux de transmission de ce virus, ainsi que d'autres virus respiratoires par ailleurs. Alors que loin derrière, on va trouver les masques faits maison, donc qui vont être en tissu, qui vont être clairement moins efficaces. Une approche qui est importante et qui a été complètement négligée malheureusement dans cette pandémie, c'est la ventilation. On va le voir tout de suite après dans la prochaine diapo. Les virus de la COVID-19 ont tendance à s'accumuler dans les espaces clos. Et pour réduire les chances de transmission, c'est important de réduire la concentration de virus dans l'air. Donc pour ça, on peut ventiler. On peut également, évidemment, avoir des systèmes pour assainir l'air, notamment par la filtration de l'air visant à retenir les particules de virus dans des filtres. Ça a été très peu fait dans la plupart des pays. Ça a été très peu fait, notamment au Québec, où je me trouve. Ça a été davantage exploré dans d'autres provinces du Canada et puis dans certains pays. Évidemment, la distanciation sociale ainsi que le confinement, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, vont réduire les risques de transmission via ces gouttelettes d'aérosol, tout simplement parce que on ne va pas se trouver ensemble dans la même pièce. Donc là, quand je parle de distanciation sociale, ce qui est vraiment efficace, encore une fois, c'est de ne pas partager le même espace, le même local, voire le même bâtiment lorsque tous les locaux partagent le même système de circulation d'air. Ça, c'est important. Par contre, le fameux 1 mètre ou 2 mètres de distance dont on a beaucoup qu'on a beaucoup appliqué à l'intérieur des locaux. Honnêtement, je n'ai pas vu de démonstration comme quoi ça faisait une grosse différence. L'important, c'est de ne pas être dans le même local. Il y a un autre mode de transmission qui est probable, mais qui, à ma connaissance, n'est pas démontré, ou s'il y a des preuves, elles ne sont certainement pas très importantes. Eh bien, c'est le mécanisme qui dans le fond, consiste à toucher une surface qui porterait du virus, d'accord? Et avec nos doigts contaminés, à se toucher l'intérieur des narines, ou se toucher l'œil, ou se toucher la bouche. Ce serait logique que les transmissions se produisent de cette façon, mais tout indique que ce n'est absolument pas le mécanisme majoritaire de transmission. Donc, pour se protéger spécifiquement de ce type de transmission, ce n'est pas très compliqué, évidemment. Ça passe par le lavage des mains et puis le lavage des surfaces, mais en particulier les surfaces qui sont dans le fond fréquemment touchées avec les mains. Donc, on va en parler un petit peu plus. Ça ne sert à rien de désinfecter à longueur de journée là, des surfaces qu'on ne va pas toucher de toute façon. On s'entend qu'un virus qui est posé sur une surface ne va pas se décoller magiquement pour ensuite aller infecter quelqu'un. Par contre, un virus qui est posé sur une surface, on va pouvoir le récupérer encore une fois avec nos doigts et ensuite en se touchant, on va s'auto-contaminer. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de preuves scientifiques de ce type de transmission? C'est parce que tout simplement, c'est difficile de différencier ça dans le sens que quand ce mode de transmission implique qu'il y a quelqu'un de contaminé dans le même espace. Donc, comment est-ce que vous allez démontrer qu'une autre personne a été affectée via des surfaces au lieu d'être infectée tout simplement en inhalant les aérosols qui se trouvent dans l'air? Très difficile à distinguer. Par contre, il y a plein de preuves que les transmissions se sont faites par inhalation d'aérosols. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de cas qui ont été documentés dans lesquels les personnes n'avaient pas touché quoi que ce soit. Donc, il n'y avait eu aucun objet de partager. Une troisième
un troisième mécanisme de transmission qui là encore n'est pas démontré à ma connaissance, ou si les preuves, elles sont sûrement pas nombreuses, eh bien, c'est que ce serait le fait de recevoir directement des gouttelettes de la part d'une personne infectée qui atterriraient dans les yeux ou sur la peau. Ok. Euh, Encore une fois, c'est possible. On pourrait même considérer que c'est probable, d'accord, que les transmissions puissent se faire de cette façon, mais c'est peu démontré. Les virus respiratoires, typiquement, ne sont pas capables d'infecter quelqu'un en traversant la peau. Ils peuvent infecter au niveau des muqueuses respiratoires, souvent les muqueuses orales, en plus des muqueuses au niveau du nez et de la gorge. Mais au niveau de la peau, pas tellement. Au niveau des yeux, c'est pas certain. Okay. Donc, c'est vraiment pas un mode de transmission qui devrait être considéré comme prioritaire pour la COVID-19. Okay. Comment est-ce qu'on se protégerait de ces transmissions? Ben, là encore, les masques vont être utiles, ils vont empêcher de recevoir des gouttes sur les muqueuses, comme par exemple sur les lèvres ou j'allais dire les yeux, non, mais au niveau du nez, par exemple. Et puis la visière, ben, évidemment, va protéger également, empêcher de recevoir des gouttes sur le visage d'une façon générale. Euh, J'aimerais aussi qu'on s'entende tout de suite sur ce vocabulaire. On parle de gouttes, on parle de gouttelettes, on parle d'aérosols. Euh, Dans tous ces cas, en fait, on parle de petites particules de salive qui sont émises par les personnes infectées. Puis tout ce qui différencie ces différentes choses, c'est simplement la taille des petites gouttelettes, d'accord? Il y en a qui peuvent être très grosses, ok? Certaines personnes ont tendance à postillonner un petit peu quand ils parlent, puis là, on les voit à l'œil nu, ok? Donc ça, c'est vraiment des grosses gouttes. Évidemment, ça peut porter des virus. Ces grosses gouttes-là sont pas tellement inhalées, elles vont tomber, à moins qu'elles se posent sur une surface ou qu'elles se posent sur votre visage, sinon elles vont tomber très vite. Celles qui sont plus dangereuses, ce sont celles qui sont plus petites, qu'on appelle aérosols, euh, constituées également de salive. La composition ne change pas. Okay? Donc salive qui porte des virus, mais du fait simplement de la très petite taille, on appelle ça un aérosol. Celles-ci vont flotter dans l'air beaucoup plus longtemps, peuvent flotter pendant des heures dans l'air et vont être très facilement transportées par les courants d'air. C'est pour ça que quand vous vous trouvez dans la même pièce qu'une personne infectée, vous avez des chances pas mal plus élevées d'être infecté, quand bien même vous seriez à 10 mètres, voire à 25 mètres de cette personne. Ce qui va souvent déterminer si vous êtes exposé ou pas au virus de cette personne, c'est est-ce que ces petites gouttelettes vont venir vers vous, c'est-à-dire dépendant des courants d'air, des mouvements de l'air dans cette pièce. Donc, voici pour les modes de transmission. Maintenant, pour expliquer un petit peu plus comment ça se fait qu'on est davantage à risque lorsque l'on se trouve à l'intérieur. Donc, pour visualiser ça un petit peu, on peut imaginer deux personnes qui sont malades de la COVID-19. La même chose s'appliquerait pour la grippe, évidemment. Okay? Et une qui se trouve à l'intérieur dans une maison, l'autre qui se trouve à l'extérieur. La personne qui se trouve à l'extérieur, en parlant, en toussant, ben, va émettre du virus sous forme d'aérosols de façon continue, mais ces aérosols vont être immédiatement transportés assez loin simplement par l'air, par les mouvements de l'air à l'extérieur. Et puis, ils vont être dilués dans une grande quantité d'air. Donc, la majorité de ces particules ne vont pas vont pas être au contact d'autres personnes et donc il n'y aura pas de transmission. Alors qu'à l'intérieur, où il y a beaucoup moins de circulation d'air, eh bien, évidemment, la concentration en virus ne va cesser d'augmenter jusqu'à atteindre un espèce de plateau maximal. Pour ces raisons, vous aurez bien plus de chances d'être infecté en partageant un local avec une personne infectée qu'à l'extérieur. Une des leçons à tirer de ça, c'est que, premièrement, il y a des leçons importantes en termes de ventilation puis de purification de l'air, comme je le disais un petit peu plus tôt, mais aussi, on devrait toujours encourager
les gens à être plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, à partager un environnement avec une personne infectée. Évidemment, ça, en plein hiver, tout ça est un peu moins facile, OK? La ventilation est moins facile, on sort moins, mais en été, certainement qu'on devrait. Et pourquoi je mentionne ça? C'est parce que je n'oublie pas et probablement que je n'oublierai jamais qu'on a, au contraire, au printemps 2020, on a stupidement dissuadé des gens d'aller faire des activités extérieures comme de la randonnée, par exemple. Il y a des gens qui ont reçu des contraventions parce qu'ils allaient dans des parcs naturels faire de la randonnée, ce qui était la chose la plus ridicule qu'on pouvait faire. Mais on y reviendra. Donc, j'ai mentionné que le nettoyage de surface pouvait aider à réduire les transmissions indirectes. Une transmission indirecte, c'est dans le fond ce que j'expliquais plus tôt, une personne qui est infectée, qui tousse ces virus sous forme de particules de salive se retrouve sur des objets comme un robinet. On voit ici à droite, OK, ou une poignée de porte et puis une autre personne arrive, le touche et puis ensuite cette personne s'auto-contamine. Donc évidemment, c'est utile de réduire la présence de virus sur ces objets. Heu, pour ça, on peut nettoyer, mais si la bonne nouvelle pour des virus du type du virus de la COVID-19, c'est que ces virus-là sont très fragiles, OK? N'importe quel produit de nettoyage, qui soit à base de détergent, qui soit à base, d'alcool ou à base de certains solvants, vont, détruire la grosse majorité des particules de virus avec un effet immédiat. Donc, si vous voulez nettoyer, ces surfaces chez vous, si vous avez ce besoin à un moment donné, bon là, évidemment, la pandémie est finie, mais si jamais il y a une autre, épidémie à un moment donné, eh bien, sachez que un produit quelconque de nettoyage fera très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin de vous intoxiquer en utilisant de l'eau de javel à grandeur de votre maison, ni rien de tout cela. De plus, et ça, c'est important, faut vraiment se concentrer sur les objets que les gens touchent et non pas le reste. Ça n'a absolument aucune utilité de, désinfecter, par exemple, des murs, des sols, à moins que vous ayez un petit bébé qui marche, à 4 pattes sur les sols et OK, mais sinon il n'y a pas d'utilité de faire ça. Hem et c'est quand on a une urgence comme celle qu'on a traversée pendant 3 ans et qu'on cherche tous à avoir des gestes qui vont nous protéger, qui vont protéger nos proches, bah, on a des niveaux limites en termes d'énergie qu'on peut donner, OK, d'efforts qu'on peut fournir, puis c'est important de mettre ces efforts là où ils sont le plus utiles et non pas de faire des choses complètement inutiles qui vont nous fatiguer, qui vont nous décourager, qui n'auront pas d'impact au final. Une autre méthode de protection qui a été populaire, c'est l'utilisation de vitres, ou de plexiglas. C'est ça qui a été utilisé le plus souvent pour protéger des personnes. Ça, c'est une épée à double tranchant. Alors pour les plus jeunes qui peut-être n'ont jamais entendu cette expression, ça veut dire c'est une épée qui est tranchante des 2 côtés. Donc vous pouvez blesser votre adversaire, mais vous risquez de vous blesser également. OK? Hem, c'est une mesure qui a son utilité dans un cas précis. C'est le cas de personnes qui, par leur métier, on a ici l'exemple de personnes qui s'occupent de la caisse dans des supermarchés. Par leur métier, sont au contact d'un grand nombre de clients. D'accord? Et évidemment, parmi ces clients, il va y en avoir qui vont être, infectés, surtout quand il y a des gens qui sont infectés sans symptômes, ce qui, rappelons-le, est souvent le cas pour la COVID-19, OK? Et donc il y a nécessité de protéger ses employés. Et là, clairement, c'est d'avoir une large, vitre enfin une barrière plutôt de plexiglas, ça peut aider. Hem
Par ailleurs, l'employé lui-même ou elle-même peut également être infecté et puis d'avoir cette barrière, ça va empêcher que l'employé infecte malencontreusement des dizaines de clients différents dans la même journée. Donc certainement que c'était une bonne initiative de faire ce genre de choses, je ne vais pas, remettre ça en compte. Cependant, il y a des risques à ce type de mesures et notamment, ça peut aboutir à concentrer des aérosols, donc portant le virus, dans des espaces réduits. Donc là, c'est pas tellement le cas pour ces employés d'un supermarché, mais vous voyez, je vous donne un autre exemple. Ici, ce qu'on voit, c'est le poste de sécurité, de mon université où je travaille, à Trois-Rivières au Québec. Et donc c'est un local qui est assez grand pour, 2-3 personnes. Il y a souvent 2 personnes dans ce local et il y a une ouverture ici à travers laquelle ils communiquent, avec les gens et ils tout ça ici, c'est donc une vitre, qui permet de les protéger, qui existait déjà d'ailleurs avant covid, je dois le signaler. Hem Avoir cette barrière physique, ça va protéger ces gardiens de sécurité contre des personnes qui seraient infectées, c'est certain. Par contre, s'il y a un des gardiens de sécurité qui est infecté, d'accord? Eh bien, clairement, de partager un si petit local avec pas beaucoup de circulation d'air à cause de cette barrière, eh bien, les risques deviennent très élevés que cette personne infecte ses collègues qui partagent le même local. OK? Donc ça, c'est le double tranchant. De plus, il y a eu beaucoup de mauvaise utilisation de ces barrières de plexiglas. Hem, Notamment d'avoir des petites barrières qui séparent, par exemple, des tables dans un café ou qui séparent, comme on le voit ici, des bureaux, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est le conseil municipal de Trois-Rivières avec notre maire qui est juste ici et j'espère que vous les voyez, ces petites barrières de plexiglas qui les séparent. Bon, écoutez, c'est ridicule, d'avoir une si petite protection, ça va pas empêcher grand-chose, hein. Les aérosols qui, comme j'expliquais, peuvent flotter dans l'air pendant, des heures, vont facilement, contourner ces barrières-là. OK? J'avais pas dit la même chose ici parce qu'ici, peut-être que vous le voyez, la barrière est beaucoup plus grande. OK? Donc ça va être plus efficace. Hem, donc continuons dans les gestes de protection qui ont apparu ça et là. Hem, Certains n'étaient vraiment pas très utiles. Donc comme je l'ai dit, des cafés où on désinfecte les tables entre chaque client. Écoutez, je comprends l'idée, mais il y avait peu de chances que des gens, soient vraiment, infectés en utilisant une table qui aurait été utilisée par quelqu'un d'autre plus tôt, OK? À moins de vraiment passer la main sur la table et de se toucher le nez ensuite. Ironiquement, dans ce même café, que j'aime beaucoup par ailleurs, je n'ai rien contre les cafés Morgan, OK? Si je me souviens bien, les personnes qui font les cafés, qui sont à la caisse, ces personnes-là n'étaient pas du tout protégées par une barrière de plexiglas, OK? Donc, on avait mis en place des mesures qui étaient pas très utiles de façon démontrable, alors qu'il y avait une absence d'autres mesures qui auraient pu être davantage utiles. Ensuite, quelque chose qu'on a beaucoup vu au début de la pandémie, c'est de faire circuler les gens dans un sens particulier pour éviter que les personnes ne se croisent. Là encore, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée. Si une personne est infectée, puis tous dans un magasin, ouais, encore une fois, les aérosols vont flotter pendant un certain temps dans l'air. Alors, la personne qui va être infectée, peu importe dans quel sens elle arrive, ok, elle va être exposée à ces aérosols de toute façon. Hem Et parmi les mesures qui là euh, n'étaient, en fait, était franchement ridicule, c'est les mesures, comme je l'ai dit, qui touchaient les activités extérieures. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises, je crois, est-ce que c'était en 2022? Peut-être en 2021. OK?
Oui, en 2021. Mais quand même, en 2021, on en connaissait déjà bien assez sur la biologie de ce virus pour savoir qu'à l'extérieur, il y avait très peu de chances. Puis c'est pas la peine de faire peur aux gens qui veulent aller utiliser les sentiers, les parcs naturels. Ok. Donc avoir des sens dans les sentiers pour éviter qu'une des personnes se croisent, écoutez, ça sert à ça sert absolument, absolument à rien. Je n'ai jamais vu la moindre étude que ce genre de mesures avait vraiment abouti à une diminution quelconque du risque de transmission. Alors, parlant d'études, évidemment, ce qui est vraiment bien, c'est lorsque on peut déterminer scientifiquement, c'est-à-dire expérimentalement, quelles sont les meilleures mesures de prévention des transmissions. Donc là, il y a une étude que j'avais appréciée parce elle était vraiment complète et concrète. C'est une étude qui se base sur les mesures dans des écoles aux États-Unis, si je me souviens bien. Et ces chercheurs-là avaient mis en place des questionnaires sur Facebook qui étaient adressés aux enfants qui fréquentaient un grand nombre d'écoles différentes, à leurs parents, aux professeurs. Donc, il y avait un volume très important de données qui avait été recueilli. On parle de la rentrée académique, donc en septembre 2020. Et évidemment, comme l'étude concernait une multitude d'écoles différentes, les mesures n'étaient pas les mêmes partout. Il y avait des écoles où il y avait davantage, où il y avait certaines mesures, alors que d'autres, il y avait d'autres mesures. Et donc, au final, grâce à des calculs statistiques sophistiqués, eh bien, on peut extraire de toutes ces données l'augmentation ou la diminution des risques de contracter la COVID associée à telle mesure individuellement. Donc, parmi les mesures qui avaient été étudiées, c'était le port du masque par les élèves, c'était le port du masque par les professeurs, restricted entry, ok, là on va passer ça. Augmenter les tailles des salles de classe, interdire aux étudiants de partager des fournitures scolaires. Voilà, on va passer ça. Réduire le nombre d'élèves par classe. Des cribles quotidiens, c'est-à-dire demander aux étudiants et personnels de l'école qu'à tous les jours, ils rendent compte de est-ce qu'ils ont des symptômes ou pas. Et finalement, s'ils ont les symptômes, ils ne peuvent pas se rendre à l'école. Que les étudiants aient le même professeur du début à la fin de la journée au lieu d'avoir plusieurs professeurs, l'annulation des activités hors cursus, ok, donc extracurriculaire. Ça, c'est, vous savez, toutes ces activités qu'on a dans toutes les écoles, exemple, je sais pas moi, un club de cinéma, un club de dessin, des clubs de sport, etc. Ok, tout ce que les enfants peuvent faire dans une école autre que les cours ordinaires, fermer la cafétéria, installer des barrières de plexiglas entre les bureaux d'étudiants, fermer la cour de récréation, c'est-à-dire que les étudiants restent à l'intérieur toute la journée, ils ne peuvent pas sortir dehors. D'accord. Et puis, faire la classe, c'est-à-dire donner que les classes se font à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Bon, ensuite, évidemment, je vous fais grâce de tous les détails des calculs statistiques, mais je vous montre en gros le schéma qui résume tous les résultats. Lorsque les points là, de différentes couleurs vont vers le haut, c'est qu'il y a davantage de risques de contracter la COVID-19 pour ces étudiants. Lorsque ça va vers le bas, c'est qu'il y a moins de risques. Okay. Ce qui se dégageait de tout ça, c'est que le fait que les professeurs portent un masque était bénéfique, permettait de réduire le risque que des étudiants contractent la COVID-19 pendant l'automne 2020. Ce qui a du sens quand on y pense, parce que quand on est professeur,
qu'est-ce que je suis en train de faire là présentement? Je parle tout le temps. Fait que si j'étais infecté et qu'il y avait des gens dans mon bureau présentement, ces gens, certainement que j'exposerais ces personnes à mes virus respiratoires. Ensuite, ce qui a clairement été utile, c'est d'avoir un criblage quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque jour, eh bien, les étudiants et le personnel recevaient probablement sur leur téléphone une demande de confirmer si oui ou non ils ont des symptômes. Et s'ils ont les symptômes, ils ne viennent pas. Et ça, pourquoi ça a fonctionné? Parce que c'est la simple logique auquel même s'il y a des personnes infectées qui sont asymptomatiques, il y en a quand même une bonne partie qui ont des symptômes. Et souvent, d'ailleurs, ces personnes-là produisent pas mal de virus. Et s'ils ne viennent pas à l'école, évidemment, il y a moins de risques que ce soit transmis à d'autres personnes. Ensuite, l'abandon des activités extracurriculaires pendant la pandémie. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Écoutez, je n'ai pas d'explication précise, mais on peut imaginer que c'est parce que souvent ces activités se font dans des locaux plus petits où les gens sont réunis et assez proches les uns des autres. Okay? En plus de ça, si ce sont des activités sportives, les gens vont respirer à une vitesse très accélérée, donc vont produire plus d'aérosols. Il y a des mesures qui avaient été contre-productives, c'est-à-dire qu'elles augmentaient le risque que des étudiants contractent la COVID-19. Et ces mesures, il y en a deux essentiellement, on y revient, les masques pas des masques, mais les barrières de plexiglas qui étaient dans certaines écoles étaient placées autour de chaque bureau d'étudiants. Et puis, le fait de fermer la cour de récréation. Donc, pour les barrières de plexiglas, pourquoi est-ce que ça augmente le risque? C'est parce que ça réduit la circulation d'air. Okay? C'est l'hypothèse la plus logique ici. Et pour ce qui est de fermer la cour de récréation, ça, encore une fois, je vous dirais que ça me met un tout petit peu en colère que ce soit des mesures qui aient été appliquées, parce qu'encore une fois, les virus respiratoires, là, quand on est dehors, là, on a très peu de risques. Là. Ça, c'est connu quand même. Alors, on n'aurait jamais dû empêcher à ces enfants de sortir dehors. Ils étaient bien mieux dehors qu'à l'intérieur. Beaucoup moins de risques de transmission du virus à l'extérieur. Donc, ce genre d'étude est vraiment utile pour être capable d'identifier quelles sont les meilleures mesures. Ce que je ne vous montre pas, mais qui était inclus dans cette étude et qui a été également démontré par d'autres gens, c'est que c'est important de cumuler les mesures de prévention pour réduire significativement les risques de transmission. Donc, on ne pourra jamais avoir une situation où un seul geste, par exemple le masque pour tout le monde, OK, ça ne suffirait pas à avoir vraiment un gros impact. Il faut cumuler plusieurs. Une autre conséquence de la pandémie, mais également de toutes les mesures qu'on a mises en place pour contrôler cette pandémie, c'est que malheureusement, ça a eu un impact sérieux sur la santé en lien avec tous les autres problèmes de santé que COVID-19, OK? Et en particulier, il y a eu 3 choses qui sont claires, OK, qui ont été étudiées. Ça sort un petit peu de mon domaine de compétences, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je veux quand même en dire un petit peu. Premièrement, la santé mentale a été affectée, OK? Beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. Je n'ai pas encore trouvé les chiffres de suicide pendant la COVID-19. Je ne serais pas surpris que les taux de suicide soient supérieurs pendant la pandémie que ce qu'ils étaient avant. Deuxièmement, l'effet sur les vaccinations. Je parle des vaccinations autres que la vaccination contre COVID. Donc ici, on voit très bien l'impact que la pandémie a eu. Ça, ce sont les doses de vaccins qui sont non pas administrées, mais qui sont commandées. Mais c'est un peu la même chose, parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que une pharmacie ou une clinique médicale va
commander un nombre de doses vaccinales en fonction des demandes qu'ils reçoivent de leurs clients. Okay? Donc, vous voyez qu'en janvier, février et début mars 2020, ça se maintenait à un niveau constant pour ce qui est du vaccin contre la grippe, et puis, pardon, des vaccins, de tous les vaccins autres que le vaccin contre la grippe, justement, donc c'est l'inverse. Et puis des vaccins contenant la rougeole, il y avait quand même une diminution pour ce qui est des vaccins contre la rougeole, qui n'est pas liée à Covid, là, qui est liée à un autre problème, qui est la diminution générale de confiance que les gens ont dans les vaccins. Et ça, c'est beaucoup lié à la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est qu'à partir du moment où la pandémie a été officiellement déclarée et puis que le virus a vraiment augmenté sa présence en Amérique du Nord ainsi qu'en Europe, c'est-à-dire à mi-mars 2020, il y a eu une chute du nombre de doses qui étaient commandées parce qu'évidemment, les gens cherchaient moins à se faire vacciner, puis c'était plus compliqué de se faire vacciner. Et on le voit également cette fois-ci au niveau des doses administrées. Ça, c'est des chiffres qu'ils ont pu avoir pour ce qui est du vaccin contre la rougeole. Grosse diminution des doses administrées aux enfants. Ce sont les enfants qui reçoivent le vaccin contre la rougeole. Et le troisième impact négatif qui a découlé à la fois de la pandémie et des mesures de santé publique, c'est qu'évidemment, il y a eu un gros retard, ça a été très documenté également, un gros retard dans les opérations, notamment dans les chirurgies. Okay? Beaucoup de chirurgies qui étaient considérées comme étant moins urgentes ont été repoussées. Parfois, elles ont été repoussées pour des années, littéralement. En fait, je pense qu'on n'a pas encore rattrapé tout ce retard à l'heure qu'il est. Il y a même eu des chirurgies importantes. Écoutez, moi, je pense qu'on connaît tous des gens que ça a concerné. Moi, personnellement, j'ai une amie qui avait une greffe de rein qui avait été programmée, donc qui était quelque chose d'important. Okay? Cette personne était en danger de décéder. Sa greffe de rein a été annulée au dernier moment à cause de la COVID-19. Quelqu'un dans l'équipe avait été infecté. Okay? Et puis, dans les réponses exactes à ces événements, lorsqu'un membre d'un personnel était infecté, ont varié beaucoup d'un pays à un autre. On pourrait défendre l'argument que ça a peut-être été un peu excessif. Okay? C'est pas parce qu'il y a une infirmière d'une équipe de chirurgie qui attrape la COVID qu'on doit mettre toute cette équipe chirurgicale en arrêt de travail pendant 2 semaines. Okay? Ça paraît un petit peu exagéré. Évidemment, c'est facile de dire ça a posteriori, mais en tout cas, le fait est qu'il y a eu beaucoup de retard et qu'il y a clairement des gens qui ont subi ça, des gens qui sont décédés parce que leur chirurgie avait été reportée. Donc, en conclusion de cette petite présentation, il y a beaucoup de leçons qu'on doit tirer de cette pandémie en termes de mesures en santé publique. Ça, c'est applicable à d'autres maladies respiratoires. Donc, on pense essentiellement à la grippe. Okay? On a des épidémies annuelles de grippe et on a parfois des épidémies un peu plus inquiétantes, notamment de grippe aviaire. Et évidemment, ce sont des leçons va falloir appliquer aux prochaines épidémies de coronavirus. C'est à peu près inévitable qu'il y aura d'autres épidémies. Okay? On en a eu 3 en 20 ans environ. Donc, on va en avoir d'autres. Ce ne sera peut-être pas une grosse pandémie, mais on aura des épidémies, c'est certain. Les mesures de prévention qui ont été appliquées pendant cette pandémie n'étaient pas toutes efficaces, loin de là. Et je veux encore une fois défendre le fait que c'est important qu'on mette nos énergies là où ça a le plus d'impact et qu'au contraire, on évite les choses complètement inutiles. Donc, ce serait souhaitable d'éliminer les interventions inutiles, voire certaines qui étaient nuisibles.
Une autre chose, c'est que les mesures adoptées n'étaient pas toujours basées sur un support scientifique solide. On en a beaucoup parlé. Moi-même, j'ai fait des articles d'opinion dans le début de cette pandémie, dans lesquels je m'étonnais en particulier que les santé publiques ne recommandaient pas le port du masque, alors que c'était clair absolument depuis le début que c'est un virus qui se transmettait par inhalation et que donc le port du masque clairement permettrait de faire diminuer ces transmissions. Évidemment, je ne suis pas le seul. Beaucoup d'autres scientifiques ont également exprimé ces opinions. L'erreur monumentale qui a été faite, il faut dire qu'elle a sa source à l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que les santé publiques, surtout les santé publiques en Europe et en Amérique du Nord, ont tendance à simplement copier les recommandations de l'OMS sans refaire toute l'analyse. Et donc, cette erreur monumentale de l'OMS s'est répercutée au niveau d'un assez grand nombre de pays. Ça a été moins le cas en Asie, où les gens se sont souvenus notamment de l'expérience de l'épidémie de SRAS en Chine en 2000, savaient que le masque était important. Et des pays comme le Japon, par exemple, où de toute façon, il y a une culture de port du masque lorsqu'on a une maladie respiratoire. Okay? Donc, dans un certain nombre de pays asiatiques, il y a eu moins d'impact des erreurs de l'OMS, mais dans un pays comme le Canada ou d'autres pays occidentaux, certainement l'impact a été important. Et puis, même si c'est difficile de faire ce calcul de façon exacte, c'est clair qu'il y a des milliers de personnes et peut-être un grand nombre de milliers de personnes qui sont morts et qui auraient pu survivre avec des bonnes mesures de prévention, notamment donc davantage faire attention à la ventilation et puis le port du masque. Okay. À préciser d'ailleurs que quand on parle d'erreur de l'OMS, je ne sais pas quelle est la situation présentement, mais l'an dernier, c'est-à-dire en 2022, il y avait leur page officielle d'information scientifique était encore erronée. Plusieurs collègues s'en étonnaient que l'OMS ne reconnaissait toujours pas que les transmissions se faisaient principalement par inhalation d'aérosols. Bref, donc, pour ce qui est des virus respiratoires qui se transmettent vraiment efficacement, ce sont certainement parmi les virus qui se transmettent le plus efficacement. Okay? Ceux qui se transmettent par inhalation, on peut penser à la rougeole qui se transmet de cette façon, la grippe, plusieurs virus causant le rhume. Et ce sont vraiment les virus qui sont le plus difficiles à contrôler, okay? Plus difficile à prévenir. Même si ça ne plaît pas à une partie des gens, il y a nécessité de cumuler les interventions, notamment sous forme de port du masque, sous forme de distanciation, etc., etc. Je voudrais quand même ajouter quelque chose au niveau des actions inutiles, puisqu'on a parlé je citais la distanciation et les confinements. Il y a une chose, un petit point que j'avais oublié de mentionner, c'est quelque chose qui a été fait en tout cas au Québec, je ne sais pas si ça se fait ailleurs, ça a été de réduire les heures d'ouverture des magasins ou même parfois d'obliger les magasins à fermer à certains jours. J'ai du mal à comprendre quelle était la base logique pour prendre ces mesures. Peut-être c'était pour inciter les gens à se faire livrer chez eux au lieu d'aller dans les magasins. Mais en tout cas, c'était une autre mesure qui non seulement était injustifiée, mais qu'on pourrait qualifier de stupide. Parce que lorsqu'on réduit les heures et les jours et les heures d'ouverture d'un magasin, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand ce magasin est ouvert, évidemment, il y aura plus de monde. Okay? Les gens ont moins de chances d'y aller, alors quand c'est ouvert, ils y vont. Et donc,
davantage de concentration humaine, eh bien, davantage de chances que là-dedans, il y ait des personnes qui sont infectées et qui produisent des virus et qui infectent les autres. Donc, s'il avait fallu faire quelque chose au niveau des heures d'ouverture des magasins, au contraire, il aurait fallu les rallonger plutôt que les réduire. OK? Hem Et donc la dernière chose, puis je m'en vais un petit peu de pas avoir, peut-être de pas présenter davantage de matériel là-dessus, mais comme je l'ai dit, là, je suis pas un sociologiste, ça sort un petit peu de mon registre. Je suis pas un économiste non plus, mais les mesures de prévention, surtout comme par exemple le confinement, hem, la distanciation sociale, OK, le fait que lorsque quelqu'un est malade, le reste, mettons ses collègues doivent rester à la maison, ce genre de mesures, ça a un coût économique important. Heu et lorsqu'on paye un coût économiquement, indirectement, ça va se répercuter sur la santé. Parce que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les sociétés dans lesquelles les gens sont plus en santé sont celles qui ont les moyens d'offrir des traitements et cetera. Donc on a besoin de conserver l'économie une économie qui roule de façon efficace. De plus, ces mesures de prévention ont affecté la santé physique. Comme je l'ai dit, j'ai donné des exemples, le retard au niveau des chirurgies, la diminution des vaccinations pour les vaccins autres que Covid-19 et également les problèmes de santé mentale qui ont été liés notamment au confinement. Ok, c'est pas l'espèce humaine n'est pas faite pour être confinée. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, c'est justifié qu'on prenne ces mesures, mais c'est important de connaître ce risque, d'être capable de prédire un petit peu quel va être le coût de ces mesures. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment été en mesure de faire, parce qu'évidemment, c'est la première fois qu'on faisait face à une telle crise, mais j'espère que ce sera davantage pris en compte s'il y a une crise similaire dans le futur. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci, de votre attention et puis, ben, je souhaite une belle journée ou soirée à tout le monde.